Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 29 mars 2023. Vous le constatez, je suis encore parmi vous et sans doute le serai-je encore aussi demain et peut-être encore après-demain. Nous sommes à la merci des événements. Et nous sommes dans un état d'attentisme un brin inquiétant, vous dirais-je. Mais il faut poursuivre. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un objet unique, une somme, quelque chose qui n'a jamais été entrepris dans le monde de l'édition. Et on peut l'affirmer, et je l'affirme, sans aucun doute, car le chercheur à la tête de cet ouvrage imposant était également accompagné d'une équipe. Et cette équipe, eh bien, s'est bien assurée d'apporter sa contribution à la fois à l'histoire générale, à la fois à l'histoire générale, oui, universelle même, et à la fois à l'histoire du Québec. Et sans plus attendre, je vous présente le livre en question, Les perceurs de coffre-fort. Ah, vous vous attendiez pas à ça, hein? Criminologie d'une délinquance en col bleu, coécrit Jean-Claude Bernheim et Luc Gosselin. Et c'est paru aux éditions Mots en toile et c'est gratifié d'une préface de Marc Laurando. Alors, on parlait en premier lieu de l'ouvrage physique en lui-même. Quand je vous dis que c'est une somme, c'est une somme. Et vous allez sans doute penser l'histoire des perceurs de coffre-fort. Ah ben voilà. Est-ce que je vous parle tout de suite de la... Ouais, je vais vous... Bon, il y a la préface de Laurando. Il y a un avant-propos. Tenez, on va aller plutôt dans cette direction. Il y a un avant-propos, au fond, qui nous fait une sorte de genèse, de l'apparition du coffre-fort, qui coïncide avec le début de l'ère industrielle en Angleterre. Les campagnes se dépeuplant, les villes prenant de la densité au niveau de la population, les possédants, ceux qui possédaient les usines, les possédants, tous ceux qui étaient liés au monde de la production industrielle, eh bien, se protégeaient leurs papiers, leurs actes de notoriété, leurs actes notariés, leurs actes de propriété. Tout ce qui faisait, au fond, la petite bureaucratie des possédants. Mais au début, c'était pas tant pour se méfier des gentlemen cambrioleurs que des incendies. Alors, et c'était la première fonction des coffres-forts, de fournir des abris, des objets protégeant les papiers des possédants. Par la suite, ils ont commencé à y mettre les valeurs, ils ont commencé à y mettre de l'argent, des bijoux, des biens qui peut-être, certains d'entre eux, étaient acquis, ne sait-on jamais, de manière douteuse. Et c'est ainsi, c'est à ce moment-là que sont apparus les perceurs de coffre-fort. Alors oui, alors ça nous raconte la genèse, comment cette catégorie de criminels en col bleu, des gens qui ne procédaient pas de manière violente
afin de s'accaparer le bien d'autrui. Et il y a toute une mythologie liée. Et puis le plus célèbre de ces maîtres du vol, c'est Arsène Lupin. Alors, on a tous lu Arsène Lupin. Et Arsène Lupin, même on l'appréciait car il était doté d'un grand sens de l'humour, était extrêmement discret, en marge de la société, mais également grand seigneur. C'est une des caractéristiques de cette forme de banditisme. Une sorte de répugnance naturelle à l'égard des codes de la société, doublée d'un goût pour le faste, pour la fête, et également un certain goût du secret, va sans dire, mais aussi un goût du compagnonnage. Et les hiérarchies chez les perceurs de coffre-fort, il y a les pros, il y a les amateurs, il y a les dilettantes, et le véritable voleur, j'aurais envie de dire, se perçoit comme un professionnel. Et ce que je semble comprendre, ce que l'on semble comprendre, peut-être le comprenez-vous, vous aussi, c'est qu'au fond, il y a un défi là-dedans. Il y a un thrill. Que c'est pas tant la motivation du gain, puis peut-être aussi le désir de se venger. Parce que avec l'ère industrielle est apparue cette fameuse phrase qui est assez effrayante. Le temps, c'est de l'argent. Alors, et ce désir de productivité, le cambrioleur était souvent issu de classes sociales qui n'avaient pas accès aux écoles, aux grandes écoles, qui n'avaient pas la possibilité d'avoir sa place aux grands banquets. Et forcément, c'est Aristote qui disait qu'il ne fallait pas exciter la convoitise, que l'homme vertueux n'excitait pas la convoitise. Alors évidemment, de tout temps, les possédants, les riches, les bien nantis, ont toujours voulu montrer à tout le monde combien ils étaient des privilégiés. Il y a peut-être une autre catégorie de riches, généralement issus du protestantisme, et dont les fortunes se sont faites sur plusieurs générations, 12, 13, pour 14, eh bien, ceux-là, ils se fondent dans le décor. Ceux-là n'attirent jamais l'attention sur eux. C'est une autre catégorie de riches. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, à la fois très accessible et très bien charpenté théoriquement, c'est qu'on y trouve une abondante iconographie. Des endroits, entre autres, par exemple, que fréquentait ce club très sélect de cambrioleurs ou d'autres bandits en col blanc qui se livraient au trafic de la drogue, à la prostitution, à des crimes à proprement parler non violents ou qui faisaient assez peu de victimes ou encore des victimes consentantes dans le cas de la drogue dans certains cas. Alors, on y voit, entre autres, le Black Orchid à Montréal, la Bohème ouverte par le lutteur Yvon Robert en 1946, le restaurant italien Savoy de 1923 à 1948, sur la rue Osborne, la Taverne Montréal. Je vais m'approcher pour que vous puissiez voir les photos, c'est intéressant. Tenez. Alors, ce n'est pas nous n'avons pas que droit à un cours théorique sur la naissance du capitalisme, la naissance de l'industrialisation. On a un cours également sur l'histoire du Québec. Car nombreux ont été les perceurs de coffre-forts qui ont atteint le rang de légende.
Nombreux également sont la, la classe de bandits qui ont su faire des affaires de manière assez spectaculaire au Québec. Et même, pour rester dans l'histoire récente, comment ne pas évoquer les héritiers des perceurs de coffre-fort, que sont les cyberpirates. Les cyberpirates et dont les systèmes informatiques doivent sans arrêt être mis à jour, de la même manière que les fabricants de coffres-forts ne cessaient pas de développer de nouvelles techniques, de nouveaux alliages de métaux, de nouvelles combinaisons mathématiques, et que le défi devenait de plus en plus important pour les perceurs de coffre-fort d'affronter les innovations technologiques. Et c'est l'aspect aussi, j'aurais envie de dire, scientifique des perceurs de coffre-fort. Et ça aussi, c'est étonnant. Alors donc, ils ont été les devanciers et les héritiers, aujourd'hui, des cyberpirates, qui, eux, sont capables, grâce à aux rançongiciels, d'aller détourner des millions et des millions de dollars. Et toutes les compagnies, vous disais-je, montent des forteresses cybernétiques afin de se protéger de ces criminels qui, eux, ne font encore, en tout cas, font encore moins de victimes, j'aurais envie de dire. Et dans leur cas, ils sont presque incapturables, ils sont insaisissables, ils travaillent en réseau, ils sont dans des pays où la réglementation laisse parfois à désirer. Il y a des alliances entre cyberpirates de divers pays. Il y a des organisations aussi, tout aussi secrètes, tout aussi hiérarchisées. Et l'un d'entre eux, Sébastien Vachon Desjardins, a été condamné l'année dernière aux États-Unis, en Floride, à 20 ans de prison ferme. Il avait détourné des dizaines de millions de dollars en quelques mois. Un garçon de bonne famille, semble-t-il, c'est ce qui a été dit lors de son procès, fonctionnaire fédéral, quelqu'un qui on n'aurait jamais pu penser qu'il finirait par se livrer à ce type d'exercice. Et le juge qui l'a condamné à 20 ans de prison a dit de lui qu'il était le J.C. James du 21e siècle. Alors déjà, J.C. James, bon, c'est qui? Les grands criminels du Far West ont frappé l'imagination de plusieurs générations. Certains d'entre eux même ont fini par atteindre la célébrité et aujourd'hui, leurs exploits sont encore l'objet de films, de récits. Alors oui, les perceurs de coffre-fort, c'est une branche de cette criminalité née au début de la société industrielle. En fait, le capitalisme émergent, balbutiant, qui n'allait pas tarder à devenir triomphant. Et ce qui est assez curieux aujourd'hui, où nous vivons en régime de capitalisme débridé, et où la perspective de vivre une vie plus sobre, collectivement, enchante assez peu. Je dirais même pas du tout. On souhaiterait bien que le voisin fasse des efforts, et on attend qu'il va en faire pour en faire à la suite de lui. Et comme tout le monde attend que le voisin fasse des efforts, eh bien, il ne se passe pas grand-chose. Personne n'aurait envie d'être dupe, d'être la dupe de service. Ce qui me frappe dans ce capitalisme éclatant, joufflu, monstrueux même, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait la promotion de l'argent et de la richesse, les moyens d'en acquérir, eux, proportionnellement, diminuent. Alors,
plus l'illusion grandit et plus c'est difficile de faire fortune. Plus on propose au plus grand nombre la voie de la richesse et la célébration ostentatoire de la richesse, plus pour le grand nombre, ça devient chimérique. Alors, il y a un lien à faire ici entre le contraste, le clivage entre la réalité idyllique des riches, des méta-riches, et la réalité existentielle quotidienne du plus grand nombre d'entre nous et des possibilités qui nous sont offertes de faire des sous. Alors, oui, les perceurs de coffre-fort sont des personnages intéressants. Ce livre-là, écrit à 4 mains, Jean-Claude Bernheim et Luc Gosselin, est un livre qu'on peut retrouver sur le site de la maison d'édition animé par Jean Bergeron, Les mots en toile. Le livre coûte un peu cher, mais il a été très difficile à produire. Et souvent, les livres chers, c'est pas que l'éditeur a des ambitions financières très élevées. C'est que les coûts de fabrication, eux, sont très élevés. Et ne serait-ce que pour rentrer dans ces frais, parce que, il faut bien dire, Jean Bergeron est un authentique éditeur qui a la passion, j'aurais même envie de dire la folie de l'édition. C'est un homme qui travaille 16, 17, 18 heures par jour, vous allez me dire, c'est un bourreau de travail. Et toujours dans la bonne humeur, dans la bonté. C'est quelqu'un que vous pouvez l'entendre, que j'apprécie beaucoup. J'apprécie également Luc Gosselin, qui a un humour absolument dévastateur, qui aurait fait pâlir les créateurs d'Harakiri, par exemple, ou même faisant passer les rédacteurs et les dessinateurs de Charlie Hebdo pour des petits plaisantins. Alors oui, abondamment illustré, abondamment avec une bibliographie de plus de 200 titres. C'est du lourd. Un index des noms qui nous laisse pantois. Et franchement, c'est le genre d'ouvrage, vous disais-je, à la fois très bien charpenté théoriquement, mais qu'on peut lire avec comme un thriller. Hein? Comme un thriller à l'image de ces personnages pittoresques aujourd'hui, appartenant à l'histoire, mais qui l'ont marqué et qui ont contribué à l'avancée technologique des coffres-forts. Hein? C'est étonnant, cette dialectique-là entre celui qui fait tout pour pas qu'on lui vole son bien et qui développe des mécanismes de plus en plus sophistiqués, et son vis-à-vis qui, lui, se met à jour, se tient au courant et s'adapte aux innovations. Alors, les deux font la paire, on aurait envie de dire, et on aurait envie de chanter Gentleman cambrioleur, mais je m'en voudrais d'imposer ça à vos oreilles. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et oui, à demain. À demain. Mais je vais vous prévenir pour la suite parce que je vais vérifier comment je peux garder le lien avec vous dans les prochains jours. Oui, je tiens beaucoup à notre rendez-vous quotidien. Honnêtement, en toute humilité, j'en ai besoin. Alors, c'est égoïste. C'est égoïste, j'en ai besoin parce que ça structure ma pensée, ça structure même mes journées, ça structure mon ordre de lecture
Et ça réinvente d'une certaine manière la manière de lire des livres. Les lecteurs nés, comme nous le sommes tous ici, dans cette petite communauté connectée, on a toujours lu en solitaire. Et on n'a jamais pu, en quelque sorte, rendre compte de nos lectures. Parfois à des proches ou à nos amis proches. De là aussi le nombre grandissant de clubs de lecture qui se forment, parce que les gens ressentent bien aussi le besoin de partager les fruits de leur lecture, de leur réflexion, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont compris. Mais, j'aurais envie de dire, les chaînes YouTube consacrées aux livres, qui sont quand même nombreuses, participent à cette expérience étonnante de solidarité, de quelque chose qui est un acte éminemment privé et secret, quelqu'un assis dans une chaise en train de lire un livre. Et tout à coup, le privé devient ouvert, l'entrée dans la bibliothèque intime devient une possibilité offerte à un certain nombre de gens. À demain.